On va parler d'une véritable course d'endurance, une course qui peut durer jusqu'à 50 ans, où 99,9% des participants sont éliminés avant même la ligne de départ. C'est assez fou, non? Eh bien, c'est l'épopée microscopique de l'ovocyte humain, une histoire de survie, de sélection, et qui, c'est ça le plus étonnant, commence bien avant la naissance. Ok, alors pour commencer, plantons le décor. Tout se passe là, au cœur des ovaires. Ce schéma nous montre bien où il se situe, de chaque côté de l'utérus. C'est un peu la chambre forte biologique, si on veut, là où se trouve le personnage principal de notre histoire. Alors, ce voyage, ça a un nom scientifique bien sûr, c'est l'ovogénèse. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que ce n'est pas du tout un sprint, non, c'est plutôt un marathon. Et un marathon très particulier, parce qu'il est discontinu. Il s'étale sur des décennies, avec de très très longues pauses. Bon, pour y voir plus clair dans cette épopée, on va la découper en 5 actes. On va commencer par la constitution de la réserve de départ, ensuite on verra sa très longue mise en sommeil, puis le développement intense juste avant le grand moment, l'événement clé bien sûr, l'ovulation, et pour finir, on explorera les deux destins possibles à l'arrivée. Allez, c'est parti. On commence par le tout début. La question, c'est comment se constitue cette fameuse réserve de futures cellules reproductrices? Eh bien, l'histoire ne commence pas à la puberté, non. Elle débute bien avant, dès la vie embryonnaire. Au départ, on a un chiffre assez incroyable. Environ 1 million d'ovocytes potentiels. On les appelle les ovocytes primaires. Et ils sont tous, absolument tous, créés par des divisions cellulaires qu'on appelle la mitose pendant le développement du fœtus. C'est énorme, hein? 1 million de possibilités dès le départ. Et là, attention, point crucial. Cette réserve, elle est finie, non renouvelable. Une fois qu'on est, c'est terminé, il n'y en aura plus de nouvelles. Le stock est constitué une bonne fois pour toutes. Et ça change tout, parce que ça instaure d'emblée une logique de sélection et de préservation. Ok, on passe maintenant à la deuxième étape. Et c'est de loin, mais alors de loin, la plus longue. Une fois créées, ces millions de cellules, eh bien, elles ne font rien. Elles entrent dans une sorte de phase de dormance qui peut durer des décennies. Cette chronologie, elle est parfaite pour comprendre cette attente interminable. Le processus de division de l'ovocyte, il démarre bien pendant la vie fœtale, mais hop, il est mis sur pause juste avant la naissance. Et il ne redémarre qu'à la puberté. C'est seulement à ce moment-là que la machine se remet en route, mois après mois. Et là, il faut bien regarder ce graphique. La chute est spectaculaire. On part d'1 million et à la puberté, il n'en reste plus qu'environ 400 000. C'est fou. Plus de la moitié a disparu, a dégénéré, avant même d'avoir la moindre chance de participer à la course. La sélection, dès le départ, elle est juste impitoyable. Bon, assez attendu, passons à l'action. Chaque mois, une petite poignée d'ovocytes se réveille. Mais attention, un ovocyte tout seul, il ne peut rien faire. Il lui faut absolument un système de soutien. Et c'est là qu'intervient le follicule. C'est à la fois son entraîneur, son garde du corps, son staff technique, tout ça en même temps. Et ce follicule, il ne se contente pas d'être là. Il évolue, il passe par plusieurs stades de développement. C'est vraiment comme une préparation intensive, un stage de haut niveau. Au début, c'est juste une petite enveloppe toute simple, le follicule primordial. Et puis, petit à petit, il se transforme, il se complexifie pour devenir une structure mature, prête pour le grand jour. D'ailleurs, si on compare ces deux images, on voit bien la métamorphose. C'est flagrant. Au début, on a une structure toute simple, l'ovocyte, avec quelques cellules plates autour. Et puis, regardez sur l'autre image, comment ces cellules de soutien se sont multipliées, elles se sont épaissies, elles forment des couches protectrices de plus en plus solides. À chaque étape, la structure devient plus complexe, plus sophistiquée. Et voilà l'aboutissement de tout ce travail. Le fameux follicule de De Graaf, ou follicule mature. C'est la version finale en quelque sorte. On voit bien cette grande cavité remplie de liquide, l'antrum, qui a bien gonflé. Et l'ovocyte, lui, est bien protégé dans son coin, prêt, attendant juste le signal de départ. Et juste avant ce grand moment, il se passe une étape biologique super importante. L'ovocyte, qui était en pause depuis la vie fœtale, on s'en souvient, termine enfin sa première division, la méiose. Pour faire simple, il divise son matériel génétique en deux. C'est une étape absolument clé qui le rend apte à être fécondé. Ça y est, il est fin prêt pour la suite. On arrive maintenant au point culminant du cycle, le clou du spectacle. Tout ce long processus de sélection, de maturation, tout ça converge vers un seul et unique instant, un seul événement, l'ovulation. Alors, quel est le signal de départ? Il est hormonal, et ce graphique l'illustre parfaitement. Il faut regarder ce pic-là très net de l'hormone LH en plein milieu du cycle. C'est cette véritable décharge hormonale qui donne le go, l'ordre au follicule de libérer l'ovocyte. Et voilà, c'est le moment. Sous la pression de tout ce liquide et l'effet des hormones, la paroi du follicule et de l'ovaire finit par se rompre, et paf, l'ovocyte est expulsé. C'est ça l'ovulation. Le grand champion du mois est enfin libéré.
Mais attention, l'histoire n'est pas tout à fait finie, non. Une fois qu'il est libéré, l'ovocyte se retrouve face à un embranchement, une bifurcation. Et le follicule qu'il a préparé pendant tout ce temps, eh bien lui aussi, il a encore un rôle à jouer. Un nouveau rôle. Et ce qui est assez fascinant, c'est que les restes du follicule, ils ne sont pas juste jetés, pas du tout. Ils se transforment pour devenir ce qu'on appelle le corps jaune. Et cette structure, elle devient une sorte de petite usine à hormones temporaire, mais une usine absolument essentielle pour tout ce qui va se passer ensuite. Le destin de ce corps jaune et donc de tout le cycle ne dépend que d'une seule chose. Est-ce qu'il y a fécondation ou pas? C'est simple. S'il n'y a pas de fécondation, il survit environ 14 jours et puis il dégénère. Par contre, s'il y a fécondation, alors là, il est sauvé, en quelque sorte. Et il continue son travail. Il continue de produire des hormones pendant les 3 premiers mois pour soutenir le début de la grossesse. Et ce schéma illustre parfaitement cette fameuse bifurcation. Après l'ovulation, on voit bien les deux chemins possibles. D'un côté, le corps jaune se dégrade et ne laisse qu'une petite cicatrice, le corps blanc. De l'autre, il soutient l'embryon et devient ce qu'on appelle le corps jaune de grossesse. Ce sont vraiment deux destins radicalement différents. Quand on y pense, on part d'1 million de possibilités, on tombe à 400 000 pour qu'au final, un seul élu par mois ait sa chance. Ce voyage, c'est une leçon absolument extraordinaire sur la sélection naturelle et l'investissement biologique. Et ça nous laisse avec une question, une réflexion. Qu'est-ce que cet incroyable processus nous dit sur la préciosité et peut-être aussi sur la fragilité de chaque nouveau commencement? C'est sur cette pensée que se termine notre exploration.